Laurence Saillet, des dizaines de Black Blocs en marge de ces manifestations se sont introduits à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e arrondissement à Paris. Une trentaine de personnes ont été interpellées. Le personnel est profondément choqué que l'hôpital puisse devenir une cible. La directrice a décrit que parmi les intrus, on comptait des gilets jaunes, des manifestants en tenue civile et des personnes au visage entièrement masqué. Ma question est très simple. Est-ce que l'hôpital n'est plus un sanctuaire en France aujourd'hui ? Effectivement, on le constate et c'est consternant, alors que les soignants sont au service de la population, sont des gens dévoués qui chaque jour mettent toujours en avant justement c'est invraisemblable. Si on commence à s'attaquer à l'hôpital, mais jusqu'où allons-nous aller? Je pense que tout est... Il n'y a plus rien de sens, on marche sur la tête en fait. Les hôpitaux, les écoles, on le voit, en dehors des manifestations des Gilets jaunes, il y a des écoles qui sont attaquées. Mais comment vous expliquez ce type d'intrusion dans un hôpital? C'est inexplicable parce que qu'ont dans la tête ces gens qui sont capables, qui plus est, de mettre en danger des patients en réanimation. Parce que s'ils n'avaient pas bloqué la porte, vous imaginez le danger qu'ils ont fait courir aux patients. Donc c'est totalement criminel. Alors, donc, certains manifestants disent qu'ils n'avaient pas le choix, ils étaient pris dans une sorte de nasse et il fallait rentrer dans l'hôpital. Peut-être, mais à la base, il y a quand même une intrusion volontaire de certaines personnes. Donc je pense que c'est très grave, qu'il faut le condamner fermement et qu'il faut s'interroger sur les limites qui sont franchies aujourd'hui. Hier, on a vu des forces de l'ordre extrêmement mobiles, qu'allaient à la percussion, qu'allaient chercher les manifestants. Heureusement. Est-ce que vous saluez au moins cette nouvelle doctrine des forces de l'ordre? Alors moi, je salue toujours le travail des forces de l'ordre, que ce soit bien clair, parce que je pense que même quand les choses se sont mal passées, ils n'en sont absolument pas responsables. C'est un problème de commandement. Mais on ne peut que regretter le fait que pendant toute une période, de début décembre jusqu'au saccage des Champs-Élysées, effectivement, cette doctrine de laxisme qui avait été mise en place a occasionné, et on a attendu le pire, c'est-à-dire quand même la plus belle avenue du monde, totalement saccagée, avec des images qui ont été projetées, qui sont absolument terribles, pour se ressaisir. Donc ça, c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, nous avions demandé son départ. Donc il a fait sauter un fusible à la place, mais c'est vraiment consternant. Hier, il a fait le job, comme on dit. Vous vous rendez compte, on en est au stade aujourd'hui de se satisfaire du moins pire. C'est ça, parce que la veille, on nous dit tout va être cassé. Et comme ça a été moins pire que prévu, on le salue. Moi, je salue le travail des policiers, je salue le fait que cette nouvelle doctrine est plus adaptée, mais je regrette, mais vraiment profondément, qu'on n'ait pas eu cette forme de rigueur pendant toutes ces semaines, et ce choix est politique. Pourquoi? Parce que, après qu'on ait mis des mesures, puisqu'il y avait eu beaucoup d'arrestations préventives début décembre, après le saccage de l'Arc de Triomphe, et le président de la République a été mis en cause parce que beaucoup se sont manifestés en disant « trop de répression, trop de répression ». Il a voulu donner des signaux à sa gauche, et notamment à une partie de sa majorité, en levant le pied et justement en relâchant la pression. Et c'est là que nous avons eu toutes les dérives. Lundi, il y a une grande conférence sociale qui est conviée et réunie à Matignon avec les syndicats, justement pour discuter pouvoir d'achat. Discuter, c'est bien. Agir, c'est mieux. Enfin, c'est quand même pas compliqué. On a compris que maintenant, il fallait mettre en place une diminution des impôts très claire et pas floue comme l'a présenté le président de la République. 5 milliards de baisse sur l'impôt sur le revenu. Qui, monsieur? Qui aujourd'hui en France va savoir... 15 millions de foyers sur 16 millions. Oui, mais qui sait aujourd'hui combien il va gagner de pouvoir d'achat? Volontairement, ils ont repoussé l'annonce au mois de juin pour enjamber les élections européennes. C'est tellement si facile, c'est si facile de dire vos impôts vont baisser sans dire pour qui et de combien exactement. Donc moi, ce que je veux redire, c'est que je regrette que les propositions que nous avons faites en participant au grand débat, c'est-à-dire une diminution de 10% de l'impôt sur le revenu pour tous, la fin de la hausse de la CSG pour tous les retraités et la réindexation de toutes les retraites n'aient pas été entendues car la souffrance sociale, elle est là. Les retraités n'ont pas à payer pour le reste de la population. Une retraite, elle est méritée. C'est le fruit d'une vie de travail. Et nous, notre vision, ce n'est pas d'opposer les retraités et les gens qui travaillent, car les retraités, souvent, sont déjà dans une solidarité intergénérationnelle avec leurs enfants, leurs petits-enfants et souvent même leurs parents, car ils les aident aussi. La conférence de presse présidentielle, le séminaire du gouvernement, les annonces importantes dont on vient de parler d'ailleurs, est-ce qu'il y a une stratégie, selon vous, de non-campagne de la part d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il cherche, comme on l'entend, plusieurs observateurs le décrivent, à occulter ces européennes?
Alors pendant le grand débat, je trouve qu'il a qu'il a utilisé l'espace justement pour faire un petit peu sa campagne. Et beaucoup l'ont dit, il a parlé des heures durant pour mettre en avant sa stratégie politique, mais qui est toujours aussi difficile à définir, on va le dire. Effectivement, aujourd'hui, on ne parle que très peu d'Europe, et je le déplore car les enjeux sont essentiels, parce que le président de la République gagne toujours du temps, mais c'est pratique pour lui, parce que quelle est sa vision de l'Europe? Une Europe fédéraliste avec toujours plus d'organisations qui ne fonctionnent pas? Mais on ne sait pas vraiment, il ne répond pas aux enjeux essentiels. Sur l'immigration, par exemple, qui est vraiment une préoccupation, on le voit dans toutes les études prioritaires pour les Français et les Européens, que dit-il? Qu'il va obliger les pays à répartir les migrants? Mais quelle solution apporte-t-il pour mettre tous les fin... ans à l'Assemblée nationale, c'est ça ce qu'il a annoncé la semaine dernière. Un débat, ça veut dire quoi? Débattre, c'est bien, mais est-ce qu'il y aura des décisions de prise, par exemple, comme nous le proposons, avec un plafond d'immigration qui serait justement déterminé? Un projet, ça ne peut pas être que de débattre. Il va finir son quinquennat sur des débats. Il a été élu sur un programme avec des failles, mais en tout cas, depuis qu'il a été élu, à part matraquer fiscalement les classes moyennes, les retraités, qu'a-t-il fait? On bat des records d'insécurité. 700 agressions par jour, plus 7% par rapport à l'année dernière. Sur le régalien, le résultat est mauvais. Sur l'immigration, on bat des records de demandes d'asile, des records de titres, plus 40% par rapport au quinquennat Sarkozy qui sont attribués. Et enfin, sur l'économique, on voit qu'il a réussi à mettre le pays à feu et à sang. Et on se retrouve aujourd'hui, chaque samedi, avec un chaos qui empêche les gens de travailler. Stéphane Vernet. J'imagine que vous avez un œil sur les intentions de vote pour les européennes. François-Xavier Bellamy plafonne, tourne autour de 14-15%. On a l'impression que ça ne bouge plus. D'ailleurs, ça ne bouge pour personne. Est-ce que les Républicains peuvent se satisfaire d'un score comme celui-ci le 26 mai? Alors, vous savez, il y a quelques semaines, on me demandait de commenter des sondages à 8%. Donc de 8 à 14, je pense que nous avons bien avancé. Nous avons une tête de liste. 8%, ça a été un creux à un moment donné. Mais c'est pas ce qu'on me disait quand on me demandait de les commenter. En tout cas, en 2014, vous aviez fait 20%. Je pense que c'est quand même nous un avons recul. Tout à gagner sur notre programme. Nous avons un programme et nous proposons une Europe qui n'est pas celle de Marine Le Pen, qui est la sortie de l'euro et la sortie de l'Union européenne, qui n'est pas celle d'Emmanuel Macron dans un tout fédéralisme utopique qui ne mène à rien. Nous avons un véritable projet européen où nous répondons aux questions. Nous répondons aux questions dans la lutte contre le terrorisme, sur l'immigration et dans la protection de nos entreprises. Au fur et à mesure, nous arrivons à convaincre, parce que peut-être qu'on n'en parle pas trop à la télé de l'Europe, mais tous les jours, tous nos candidats sont déployés sur le terrain pour défendre notre programme. Notre tête de liste est quelqu'un qui est vraiment très apprécié et qui arrive à porter nos convictions. Donc nous avons tous les ingrédients pour réussir, mais nous misons sur ce travail. On n'y est pas encore. On est passé de 8 à 14, on montera. Et en tout cas, nous, on est sérieux parce qu'on a un programme qu'on a présenté depuis des semaines, contrairement à La République En Marche, qui n'a toujours pas présenté son programme européen, ce qui paraît quand même invraisemblable. Le 9 mai annonce La République En Marche. J'insiste, est-ce que les Républicains peuvent se satisfaire d'un score aux européennes autour de 15%? Vous dites, notre score va monter. Quel serait le bon score pour relancer la droite dans ce pays aujourd'hui à cette élection européenne? Moi, je suis candidate et nous sommes dans la conquête. Quand on est dans la conquête du meilleur score, on ne dit pas de quoi on va se satisfaire. Nous, ce que l'on veut, c'est faire le meilleur score parce que notre projet européen, nous en sommes persuadés, est celui qui peut sauver l'Europe parce que nous voulons la refonder. L'Europe est en danger et nous seuls avons un projet qui peut permettre aussi de réconcilier les Français avec l'Europe, car ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous dire qu'on va se satisfaire de quoi que ce soit. Nous voulons avoir le meilleur score possible. C'est très important. Et je pense aussi que Emmanuel Macron, lui, est aujourd'hui très déstabilisé parce que la campagne qu'ils ont mis en place ne fonctionne pas. Laurence Saillet, pourquoi Nicolas Sarkozy ne soutient pas clairement la liste de son parti aux élections européennes? Vous êtes candidate sur cette liste. Est-ce que vous le déplorez, vous? Déjà, on ne sait pas, vous ne savez pas quelles seront les démarches entreprises. Pour l'instant, en tout cas. Alors que tous les ténors l'ont soutenu. Je ne doute pas que Nicolas Sarkozy est tout à fait en accord avec ce que nous proposons sur l'Europe. Donc, mais quand vous disiez que la campagne était déjà avancée, alors je ne connais pas le planning de Nicolas Sarkozy. Si vous voulez, je peux l'appeler tout à l'heure et je reviendrai vous le dire.